Merci d'être là à tous et à toutes pour cette rencontre avec Sarah sur son premier grand livre. Donc, grand livre, il est grand, il est beau. Merci à Sarah de se prêter au jeu de cette petite interview. Je te laisse peut-être dire un petit mot d'accueil. Je suis ravie de partager ce moment avec vous, que vous l'ayez lu ou pas d'ailleurs. Et voilà. Bon, parfait. Super, merci. Alors, avec Sarah, on n'a pas voulu préparer ce moment. Si, le moment, oui, mais elle ne sait pas ce que je vais lui poser comme question. Comme je suis un peu retors, je pense qu'elle a un peu peur. Mais je vais être dans la bienveillance, t'inquiète pas. Moi, ce que je voulais sur ton livre, c'est si tu pouvais te présenter, on va faire un interview un peu en portrait chinois. Et tu peux répondre soit en ce qui te concerne toi, ou en ce qui concerne l'amour en général, aimer en général. Donc pour toi, quelle est ta couleur ou quelle est la couleur de l'amour? Alors, l'amour, au sens de l'énergétique, c'est lié au feu, donc au rouge ou au rouge doré. Dans mon monde à moi, j'aime beaucoup la métaphore de l'arc-en-ciel. Je cite souvent mes écrits avec un arc-en-ciel, parce que je trouve que c'est la réunion entre la pluie et le soleil. Et donc c'est vraiment cette acceptation que la vie est. Donc, est-ce que ça répond à l'arc-en-ciel? Oui, l'intégralité des couleurs du coup. Si ça devait être un plat, ton plat préféré à toi? Spontanément, je sais pas si c'est une bonne réponse, mais je dirais les frites. Oui. Et la mousse au chocolat. C'est bien équilibré. Très diététique. C'est diététique, tu parles on en reparlera, du rapport au physique, c'est bien, c'est diététique. Un cocktail ou une boisson? Forcément le vin de Margaux. Je suis pas douée en cocktail. Non, mais tu as le droit de pas aimer le cocktail et rester sur le vin de Margaux. Moi, je bois que du vin aussi, je ne bois pas de cocktail. Je soutiens la viticulture locale. T'en parles un peu dans ton introduction. Moi, la première question que je me suis posée, c'est tu as 29 000 abonnés sur LinkedIn, quasiment pareil sur Instagram. Pourquoi avoir eu envie d'écrire un livre? J'avais lu, je sais plus où, que je crois que 90% des gens rêvent d'écrire un livre un jour. Je crois que c'est un rêve presque lié à tout humain. Je pensais pas faire partie de ceux qui réaliseraient ce rêve-là, pour le coup. Ça, c'est assez chouette. Il y a 2 raisons à ce livre. La première des raisons, c'est que, en fait, j'ai manifesté, c'est un peu perché comme terme, mais j'ai manifesté à un moment de me dire, s'il y a une opportunité qu'un livre soit publié, alors j'aurais envie de l'écrire. Contrairement au fait d'écrire déjà naturellement sur les réseaux, ça c'est un truc, je le fais spontanément parce que j'aime ça, dans l'idée de partager. Là, je me disais quand même, j'aime faire les choses pour une raison. Là, je me disais, quand il y a une notion de labeur derrière, ou d'investissement en temps, je me disais, écrire un livre qui n'intéressera personne, je n'ai pas envie de passer des heures à l'écrire parce que moi-même, ce que je sais, je le sais déjà. Et donc, je voulais qu'il y ait un sens pour d'autres personnes si je passais du temps à l'écrire. Donc, j'ai écrit. Si quelqu'un est intéressé, ou si quelqu'un travaille dans l'édition et pense que mon expérience ou ma vision des choses peut intéresser. On m'avait déjà proposé, 1 an et demi avant, de relier mes posts. Je m'étais dit pourquoi pas, mais je ne voyais pas vraiment ce que je pouvais apporter de plus. Peut-être qu'un jour je le ferai, pourquoi pas, mais l'idée de ce livre, c'est quand même de partager des clés, de synthétiser et de recueillir plein d'informations qui soient disponibles sur une table de chevet, qu'on puisse stabiloter, qu'on puisse feuilleter, qu'on puisse écorner, qu'on puisse prêter, qu'on ait quelque chose de plus accessible que du digital sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est assez fou, parce que je crois que j'ai jamais raconté cette histoire, mais je pense pas qu'il y ait de secret particulier. J'ai fait une fois. À la fin d'un post, j'ai dit, si quelqu'un travaille dans l'édition et est intéressé par mon livre, contactez-moi. En disant, si quelqu'un me contacte, là je retrousserai mes manches et je me mettrai au boulot. Et dans la journée, j'ai été contactée par quelqu'un qui travaillait dans l'édition en Belgique et qui m'a dit, non seulement je serai intéressée pour votre livre, mais en plus je suis à Bordeaux pour 2 jours, donc si vous voulez on se rencontre. Ah non, piégé. Là c'était l'alignement, c'était aligné, il fallait y aller. Là je me suis même vue à un moment, j'ai voulu freiner. C'était effrayant parce que je me disais, waouh, non là c'est presque étrange. J'en parle dans le livre, le petit saboteur qui dit non, c'est trop facile, il y a un truc qui est bizarre. Là non. Donc après j'ai eu le contact du coup de la maison d'édition et j'ai mis un temps infini à appuyer sur le mail, envoyer le mail pour aller jusqu'au bout. Et puis quand le rendez-vous a eu lieu,
Là, par contre, c'était la différence finalement entre un artiste et un professionnel. J'avais lu cette définition, c'est que le professionnel, il travaille sur commande. L'artiste, il travaille quand il en a envie. Finalement, mes posts, tiens, demain, j'ai pas envie d'en écrire un, personne ne va rien me dire. Alors que là, c'était pas la même histoire parce qu'on m'a donné une date de parution. Et donc, ça a activé mon côté performance. Et donc c'est fou parce que je l'ai écrit, ils ont avancé la date de publication de 6 mois parce que finalement... Combien de temps? Plus vite. Je l'ai écrit en un mois. C'est rapide. Enfin, j'ai l'impression. Oui. Après, j'avais pris un mois off exprès. Dans ma tête, je m'étais dédiée à ça et je pense qu'il était déjà bien clair dans ma tête. Et je pensais pas du tout arriver à ça. Et je confirme que là, je me suis dit, c'était chouette, pourquoi pas en écrire un deuxième, je cherche encore. Je cherche encore les idées pour l'instant. Toi, t'as mis un mois à l'écrire, moi j'ai quasiment mis un mois à le lire. Je savais qu'en te lisant, ce serait pas un truc à l'eau de rose, sur l'amour, sur s'aimer, etc. Et que ça allait un petit peu venir faire vibrer. Voilà, donc j'ai mis un mois de vibration pour arriver à tout comprendre et à tout. Enfin, j'espère en tout cas, mais en tout cas, ça a bien vibré et merci pour ça. Parce que parfois on lit des livres pour se détendre. Là, je me suis détendu, mais j'ai bien bossé sur moi. Pour vous donner un exemple, page 24, là, je l'ai lu. Tu parles de l'amour et tu dis que quand on aime une personne, c'est la rencontre, on n'est pas dans l'eau de rose, hein, on est dans la rencontre de 2 dépressions enfouies. Sympa. Et que la relation s'arrête, peut s'arrêter quand le cœur se réveille, quand l'un ou l'autre finit par penser ses blessures, ou que la relation ne l'aide plus à s'apaiser suffisamment. C'est pas à l'école, on m'a pas parlé de l'amour comme ça. Alors, je voulais que tu nous en parles un peu plus de cette vision un peu, qui est vraie, hein, certainement, mais cette vision-là de l'amour, d'énergie qui se confronte ou d'énergie qui s'apaise. Et récemment, j'ai écouté une interview que j'ai beaucoup aimée de André Comte-Sponville, que d'ailleurs je cite dans le livre, parce que j'aime beaucoup sa vision spinoziste de l'amour, qui fait la référence, et ça j'en ai pas parlé avant que je vous propose là, cette vision grecque qu'il y aurait finalement Eros, Philia, Agapé. Et on pourrait faire le parallèle finalement avec Eros, cette partie-là des rencontres des blessures, où c'est finalement la recherche du désir. Et si on prend la vision platoniste du désir, ça repose sur le manque. Et donc, finalement, la blessure, c'est celle qui repose sur le manque. Et donc, ce serait, si je le dis d'une autre manière, la rencontre de 2 manques qui cherchent à se combler ou s'étouffer l'un l'autre, et non sur quelque chose d'entier, de complet, qui viendrait chercher la sublimation, l'élévation ensemble, qu'on va plus trouver dans Philia, dans cette notion. J'aime l'idée que, quelque part, ce serait un amour comme 2 amis encore plus grands, c'est-à-dire 2 amis avec qui on va rajouter peut-être l'attirance physique, avec qui on va rajouter l'intimité, qui reposerait donc sur une rencontre profonde, au sens de Nietzsche d'ailleurs, comme Lucchini en parle très bien aussi, cette idée je crois que Charles Pépin aussi fait cette référence à la rencontre vraiment de l'autre. C'est Scott Peck aussi qui dit finalement, est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et le coup de foudre, c'est tomber amoureux de quelqu'un dont on ne sait absolument rien, et dont l'autre ne sait absolument rien de nous. Donc, est-ce que c'est pas un peu utopique de se dire que cette personne-là, on l'aime? Est-ce que c'est pas plutôt la rencontre, non pas... Enfin, il y a tout un cocktail hormonal aussi, hein, qui s'explique assez bien au niveau de l'ocytocine et tout ça, mais il y a aussi ce côté, voilà, j'ai un manque en moi, que je ne suis pas allée explorer, souvent, donc je vais le projeter sur cet autre qui a aussi un manque, et ça crée, dans ma vision du monde, des amours, qui sont très conditionnés, donc ils peuvent durer au-delà des 3 ans de bec BD. La passion, généralement, dure moins que ça, hein, c'est plutôt 1 an, hein, le cocktail hormonal, mais après, comme quelque part, on est encore dans cette relation, il y a même ce que j'appelle parfois le syndrome de la machine à sous. Tu as mis tellement d'énergie dans cette relation que tu te dis, bon, à un moment, quand même, ça va finir par payer, donc je vais rester. Mais tu es sans arrêt quand même encore dans ton déficit et tu t'y retrouves pas. Donc ça peut durer plus de 3 ans, mais c'est pas ce que moi je définis comme étant l'amour. Tu parles des blessures et tu évoques aussi ces blessures de notre enfance, de notre passé. Comment est-ce que pour toi, on peut arriver à... Il y a des blessures du passé, tu dis, qui concernent parfois les arrière-grands-parents, etc. Ça, je peux pas, moi,
en avoir conscience. Et comment, comment on peut y accéder, tu parlais un peu dans le corps et dans ce qu'on peut faire physiquement pour arriver à se réparer dans ces énergies parfois anciennes. Cette volonté dans le livre, c'est vrai qu'il est assez court dans le sens où je ne détaille pas plein d'événements et qu'il est vraiment orienté à ces solutions pour des personnes qui ne seraient pas encore dans l'étape de se dire tiens, je vais aller solliciter quelqu'un pour m'accompagner et faire les choses avec quelqu'un d'autre, mais qui chercherait vraiment pour l'instant dans l'autonomie, ou qui aurait déjà fait un cheminement avec quelqu'un et qui voudrait quelque part un guide d'entretien. Donc il y a des techniques pratiques, notamment des points d'acupuncture pour aller apaiser le méridien clé qui est le méridien du cœur, puisqu'en énergétique, et donc en médecine ancestrale, hein, c'est pas là pour le coup, autant parfois je peux dire des choses qui peuvent sembler perchées, autant là on est vraiment dans la médecine ancestrale, donc c'est vraiment l'organe qui insuffle la joie dans notre corps, celui qui nous met qui fait en sorte que notre corps est à 37 degrés. Et donc oui, il y a des points qui aident, qui sont des points sources en acupuncture, parce que pour le coup j'ai pas vocation à remplacer un médecin, mais les points sources sont des points qu'on peut faire sans aucun risque, puisque si on est en déficit, ça va réaugmenter l'énergie, et si on en a trop, ça va redescendre. On va retrouver un équilibre. C'est un point qui s'autorégule. Tu peux nous montrer comment on fait? Comme ça? Voilà. Ces deux points-là, il y en a un ici et il y en a un là. Ouais. Pour le coup, ce ne sont pas des points liés directement au cœur, mais ce sont des points liés au maître-cœur et au triple réchauffeur, qui sont des méridiens qui soutiennent le cœur. Donc ça évite d'aller travailler directement sur le cœur. Pour le coup, si je vous montrais des points sur le cœur, notamment il y en a quelques-uns dans la main, ça peut entraîner des palpitations, une augmentation du risque cardiaque. Donc je ne me voyais pas du tout parler de ça dans un livre. Voilà. Là, l'idée, c'était d'apporter de l'aide sur des choses qui sont soutenantes et où il n'y a aucun risque de le pratiquer seul. Par contre, on peut, pour l'avoir déjà fait physiquement sur des personnes ou avoir accompagné en visio des personnes à le faire, pour ressentir une sensation parfois de nausée ou une sensation de bouffée de chaleur, en fonction de ce qui est à réguler. Généralement, quand vous allez travailler ces points-là, on le sent. C'est comme parfois il y a des points ici liés aux peurs. Quand je dis à une personne d'appuyer à certains points, quand ça fait mal, c'est que oui, on est techniquement bon. Donc ça peut, il n'y a pas de risque, si tout va bien, vous pouvez le faire, ça va aider le cœur à être finalement un meilleur équilibre entre ce que j'appelle le donner et le recevoir. Parce que parfois, quand il y a un dérèglement, on peut avoir tendance à être un peu un open bar, servez-vous, et puis à rien réclamer en échange, et puis avoir la sensation de très vide à la fin, ou à l'inverse, d'être très fermé et avoir beaucoup de difficultés à faire confiance. Donc, quel que soit le dérèglement, ça peut aider d'aller utiliser l'énergétique pour... Donc tous les matins, au réveil, de temps en temps, on fait ça. Sur les deux côtés. Ouais. D'abord la gauche, puis la droite. Ah, d'abord la gauche. Je vais commencer par la droite. Je vais mourir ce soir. Là, il y a un truc que j'ai découvert, on me l'avait un peu dit, mais je pense que tu l'as mieux expliqué, en tout cas pour moi. C'est que quand on est imprégné par l'insécurité dans son enfance, dans sa vie, etc., moi j'imaginais qu'on partait en courant de ce genre de situation d'insécurité ou autre. Et en fait, tu me dis que non, souvent on va recréer ces situations d'insécurité ou autre parce que ça nous rassure, parce que c'est des situations qu'on connaît. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ou comment on peut se dire, tiens, je suis en train de faire ça, il faut que j'arrête ce schéma-là? Alors, comme on est sur les gens qui s'aiment, je vais donner un exemple, parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles on fait ça. Mais je vais donner un exemple par rapport aux relations. Souvent, et on va s'en apercevoir, quand le schéma s'est répété souvent suffisamment de fois. Ça peut être dans les relations professionnelles comme dans les relations personnelles. Mais si dans ton enfance, par exemple, tu as grandi on va prendre un des cas que j'ai expliqué dans mon livre. Tu as grandi dans une insécurité. C'est un peu ça que tu prends en exemple. Hein. Cette peur-là, tu l'as identifiée à un moment de ta vie clé dans ton inconscient, puisque l'inconscient, c'est finalement ce qui nous pilote à l'intérieur. C'est pas dans notre mémoire active et disponible tout de suite. Et ton corps, au moment où il a emmagasiné cette information, il l'a associé à l'amour. Souvent en lien avec un des parents,
puisque ce parent-là était censé te donner l'amour inconditionnel. En tout cas, c'est ce que tu imaginais quand tu étais enfant, et donc tu t'es dit, finalement, c'est logique, l'amour vibre dans une insatisfaction chronique, ou dans de l'angoisse, ou dans de la maltraitance. Et donc tu vas chercher finalement, tu vas être plus facilement attiré par des personnes qui vont te le faire revivre, parce que tu te diras, oui, c'est comme ça qu'on m'a aimé avant. Donc c'est logique. Et si tu tombes sur des personnes qui, au contraire, te donnent quelque chose qui est doux, qui est sécurisant, qui est rassurant, il y a une part de toi qui va chercher à le saboter simplement pour revivre justement ce à quoi il était habitué. Donc tant que tu n'as pas désactivé ce schéma à l'intérieur pour t'offrir la possibilité d'aller tester autre chose, ça ne veut pas dire que ce que tu vas tester tout de suite derrière sera la meilleure des voies pour toi, mais en tout cas, tant que tu n'as pas autorisé à l'intérieur une autre voie possible, tu revis le même schéma et tu cherches à le recréer. Parce que c'est ce qu'on voit souvent aussi sur les interventions au niveau du monde professionnel. C'est ce qu'on appelle cette espèce de confort rassurant qui est très inconfortable. C'est tu cherches finalement à rester dans ce que tu connais. Tu n'as pas identifié que ce que tu connais, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Ou en tout cas, c'était pas ce qui était forcément le plus épanouissant pour toi. Donc quand j'ai des schémas qui se reproduisent, il faut que je me dise en fait c'est pas c'est pas de ma faute, mais c'est de ma responsabilité. En fait, je les recrée et s'il y a des schémas d'inconfort qui sont là, il faut que j'aille chercher en moi pour que je me fasse aider pour me réparer, pour arrêter ces schémas-là. Et en fait, ils viennent de moi. Souvent, on se dit ça vient de l'autre, de l'autre. J'ai pas de bol. En fait, si, c'est le bol, c'est soi-même, quoi, son bol. Et tu en parles justement, tu dis que tu vantes les mérites d'un truc dont on ne vante pas souvent les mérites, c'est de la discipline. Puis que la discipline nous permet, si on s'astreint à une certaine discipline, nous permet justement de nous réparer. Comment, enfin, quel type de discipline ou de routine tu... Alors, je ne sais pas si la discipline permet de se réparer, en revanche, ça permet d'entretenir la réparation. Un peu comme après un contrôle technique, si tu vas faire le plein de ton réservoir avec des cailloux, il y a peu de chances que ta voiture roule très bien. C'est un peu la même chose là. Comme on va passer notre temps, on va pas, à part peut-être que certains d'entre vous vont aller vivre en forêt, dans une grotte et plus jamais parler à personne, mais en tout cas ce n'est pas mon cas et c'est pas le cas de mes clients. Donc tu vas de nouveau être exposé à des personnes qui peut-être n'ont pas fait le chemin intérieur, n'ont pas été explorées en eux, et sont encore dans cette croyance très très répandue que quand il y a quelque chose qui va mal dans leur vie, c'est la faute des autres. Que c'est aux autres de changer d'abord. Et donc, si tu ne prends pas un peu de temps régulièrement pour aller reconnecter à toi, pour aller finalement renettoyer régulièrement ces blessures, elles se réactivent. Je suis persuadée que nos cicatrices font partie de nous et nous définissent quelque part. C'est notre responsabilité de les maintenir inactives, ou en tout cas de maintenir notre système joyeux et heureux dominant. C'est pas la faute c'est à l'école. Mais nous, c'est notre responsabilité d'adultes de cultiver ça, enfin de travailler ça en tout cas. Et dans notre responsabilité, justement, tu dis, et ça je te remercie mais 400 000 fois par an, tu dis qu'il faut bannir les je dois pour les remplacer par j'aimerais. Je crois que je vais faire une fédération mondiale pour bannir les je dois, pour les remplacer par j'aimerais. Qu'est-ce que ça change en fait? C'est la même chose. Je dois faire ça ou j'aimerais faire ça. Pourquoi, en quoi cette petite nuance est si importante? C'est la manière dont tu parles, et donc c'est la manière dont tu te parles. Si tu dis tu dois à quelqu'un, tu imposes de la contrainte, et donc son envie de le faire est déjà très très réduite. C'est la même chose envers nous-mêmes. Moi, si je me dis tu dois manger cette mousse au chocolat avec ses frites, j'ai beau dire que ce sont mes plats préférés, j'ai déjà très très peu envie d'y aller parce que je me suis forcée. Et donc en fait, la manière dont on se parle à nous-mêmes influence nos comportements, influence l'énergie qu'on va avoir à mettre dans la réalisation d'une tâche ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment la manière dont on se parle, la manière dont on se tient aussi influence beaucoup. Si je suis tout le temps voûtée, j'influence mon cerveau en lui disant finalement ratatine-toi, t'as pas beaucoup de valeur, alors que si je prends toute la place qui m'est donnée, j'envoie à mon cerveau t'es digne d'être là, t'as le droit de prendre ta place. Nos comportements verbaux et non verbaux influencent notre estime de nous-mêmes. C'est dans ce sens-là que c'est hyper précieux pour moi de choisir la manière dont on se parle. Il faut et je dois, tu t'imposes de la contrainte et donc tu réduis ton élan complètement.
Dans les passages que j'ai beaucoup aimés, tu parles dans les cœurs dépendants et tu parles de la métaphore du vase. Je parle de la source d'amour interne, c'est ça? C'est mieux dit comme ça, ouais. C'est que, en fait, souvent, quand on a reçu enfant de l'amour conditionné, c'est-à-dire tu seras gentil de faire ça, ou si tu fais ça, alors tu auras ça, ou fais-le par amour pour moi, toutes ces choses finalement qui paraissent anodines, mais donc, qui font l'éducation que la plupart d'entre nous avons reçue. Hein. C'est pas du tout pour porter un jugement quelconque, mais c'est pour mesurer à quel point la répétition aussi imprègne notre inconscient. Et donc si on a beaucoup entendu ça, on s'imagine que l'amour c'est quelque chose qu'on obtient de l'extérieur. Donc on va le chercher gentiment, en faisant des choses. Généralement en faisant des choses que nous on pense bonnes, parce qu'on voit le monde à travers notre propre filtre. Donc je fais des choses que je pense bonnes, et ensuite je tends mon petit panier pour recevoir de l'amour. Sauf que si en face j'ai quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par ce que j'ai donné, je ne vais pas me donner d'amour en retour, ou si en face j'ai quelqu'un qui a accès à sa propre source et ne se sent pas du tout redevable de me donner quoi que ce soit et vit en autonomie, ne va pas me donner d'amour, c'est là où c'est précieux d'aller vérifier si en face j'ai quelqu'un de libre ou si en face j'ai quelqu'un de conditionné. Et donc je vais me retrouver à me dire, mon Dieu, mais pourquoi j'ai donné et j'ai pas? Et donc ça crée une sorte de soif, puisque j'ai rempli le vase ou le verre des autres de mon mieux, avec quelque chose qui finalement, si ça se trouve, ne leur convient pas du tout, mais parce que c'est ça que j'ai appris à faire, et moi je me retrouve complètement desséchée, et donc je suis en colère contre le monde, contre moi-même. Ça active le système de survie, où je me dis, mais je vais mourir, puisque c'est le cas, j'ai pas d'eau. Tu parles de l'herbe qui n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où tu l'arroses, donc ça veut dire que faut que je pense à remplir mon vase, à arroser mon herbe. En fait, il faut que je pense à moi, mais on peut pas, c'est pas bien d'être égoïste. Alors, le coup de l'herbe, c'est pas de moi, hein, cette phrase. C'est un de mes mentors qui m'avait dit ça, je rends à César. Et pour autant, j'aime bien rappeler de temps en temps que si tu passes ton temps à arroser un sol qui n'a pas de gazon, tu vas attendre longtemps aussi. Donc, l'idée, c'est quand même d'être en conscience et d'être connecté à l'instant présent. Et pas est-ce que cette relation, elle va m'apporter quelque chose demain? Déjà, est-ce qu'il y a du gazon aujourd'hui? Est-ce que l'herbe elle est déjà verte aujourd'hui? Et si elle est déjà verte, pourquoi aller m'occuper d'un autre endroit qui serait vert plutôt que de prendre du temps à mettre de l'énergie et de l'amour là où je suis? Tu évoques aussi un peu dans la même idée. J'attire ce que je vibre. C'est-à-dire que si je vibre des pensées négatives, des envies négatives, du négatif, je vais naturellement attirer du négatif. Alors si je vibre de la joie, de l'amour, etc., naturellement, qui va revenir vers moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est pas j'attire ce que je vibre, c'est qu'en gros, c'est j'attire ce que je crois. C'est l'inverse de saint Thomas quelque part, c'est je vois ce que je crois. Si je crois que le monde est manque, que le monde est dangereux, que je dois me méfier des gens parce qu'on m'a appris, attention, les gens ne sont pas gentils, les gens sont des voleurs et méfie-toi de tout le monde, je vais confirmer ça tout le temps parce que je vais avoir un filtre devant mes yeux, ce qu'on appelle un SAR en anglais, j'ai oublié les mots qui vont avec l'acronyme, qui fait que je vais sans arrêt retenir les personnes qui ont eu des comportements avec moi qui valident cette croyance-là. Donc, si je suis sans arrêt orienté sur le manque, la peur, le danger, je vois ça tout le temps. Je prends souvent l'analogie avec les agences immobilières. Quand tu cherches un appartement, tu t'aperçois qu'il y a des agences immobilières partout dans ta rue, elles étaient déjà là avant. Ouais, c'est ça, exactement. Tu évoques aussi, pour le rapport à l'argent ou autre, ou même le rapport à l'amour, tu parles de la loyauté qu'on peut avoir envers le passé, encore une fois, envers ce qui a pu se passer dans notre lignée, dans notre généalogie. Comment est-ce que le passé, qu'on ne maîtrise pas, parfois qu'on ne connaît même pas, de ce qui s'est passé avec nos ancêtres, peut à ce point influer sur la façon qu'on a d'aimer, et comment est-ce que tu as des astuces ou des idées, pour s'en séparer de ça, pour couper un peu ces liens, en avoir conscience peut-être, ou les couper, ou je sais pas. Alors, les identifier seuls, honnêtement, je ne saurais pas comment vous donner d'astuces, puisque j'ai pas su le faire moi. Moi, j'ai labouré pendant des années à croire que j'arriverais toute seule, que finalement mon temps ne valait rien, moi encore moins. Donc je cherchais des solutions un peu partout sur les vidéos YouTube et en bricolant, et j'ai pas trouvé. Donc moi, c'est quand je me suis finalement autorisée
à me faire aider et à chercher la voie. J'ai pas trouvé la bonne personne tout de suite, mais quand j'ai fini par trouver les chemins qui fonctionnaient pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Donc ça éclaire. Si je reprends Platon, pour rester dans une approche assez philosophique, c'est si tout le monde a lu La Caverne, ou en tout cas non, parce que quand je dis tout le monde a lu La Caverne, c'est hyper culpabilisant, pardon. Donc ceux qui auraient peut-être entendu parler du mythe de la caverne, donc pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, je vais là rapidement le résumer. En gros, selon Platon, la plupart d'entre nous vivons dans une grotte, enfermés, à regarder nos ombres sur un écran, comme si on était au cinéma. Alors que la vie, ça se passe derrière nous, et que c'est le soleil qui projette nos ombres sur le fond de la grotte. Et il explique que certains d'entre nous, et souvent c'est là que les schémas, au bout d'un moment, quand tu identifies que le schéma, il se répète, et qu'en plus il est douloureux pour toi, certains d'entre nous vont se dire, il y a peut-être quelque chose qui dépend de moi, et je pourrais peut-être faire quelque chose pour en sortir. Et c'est ok au départ d'aller chercher tout seul la solution, surtout quand enfant tu t'en sortais tout seul, tu penses que finalement c'est ça la solution. Mais aller trouver la solution dans les ombres, ça me paraît pas évident. Je trouve ça, en tout cas dans mon cheminement et dans mon expérience à moi, un Sherpa qui a déjà été déconnecté ses ficelles, qui a déjà pris la pilule rouge là, ou la pilule bleue, et qui a fait le chemin d'aller prendre le soleil en face parce que ça fait sacrément mal, et qui est du coup déjà moins ébloui par cette lumière-là, et qui va pouvoir un peu mieux voir où tu mets les pas, c'est quand même plus facile, c'est quand même plus doux, c'est plus écologique pour toi, et ça évite de prendre des gros gadins au moment où tu prends le... Parce que même Platon le dit, voilà, quand tu commences à aller vers la vie et vers le soleil, ça fait mal au départ. Est-ce que c'est pour ça que beaucoup de penseurs comme Montaigne disaient que ce qui nous effraie le plus, c'est souvent la liberté ? Je le pense, parce que la liberté, c'est un côté éblouissant et vertigineux par moments. Tu dis qu'on est un être complet, que notre cœur n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs et qu'on a tous en nous ce qu'il nous faut en fait et ce qui suffit. Alors, bien sûr. Non, pour le coup non, je fais pas partie de ce groupement de personnes qui disent qu'on peut vivre en autarcie ou qu'on ne doit vivre qu'avec des gens qui ont fait le chemin de se réparer et que les autres sont pour acheter, pas du tout. Au contraire, je crois que quand tu fais de l'écologie intérieure, justement en prenant le soin de t'entretenir régulièrement, c'est juste que tu vas arrêter d'attendre des gens quelque chose qu'ils ne peuvent pas te donner. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils n'ont pas fait le chemin, ce sont des gens à jeter ou des relations à couper. La relation elle devient toxique si tu attends de quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas te donner ou que tu es censé, toi, avoir activé. Si tu montres, finalement, l'exemple en arrêtant d'attendre sans arrêt que quelqu'un change, pour moi, tu as une capacité d'influence que tu n'auras jamais en imposant aux autres ce qu'ils devraient être ou ce qu'ils devraient faire. En revanche, nous sommes des êtres sociaux. Je crois que je le dis d'ailleurs à un moment donné je crois que c'est John Home qui disait, mais en fait, même un nourrisson, il meurt s'il est tout seul. Et même les moines qui font vœu de silence, ils font rarement vœu de silence tout seuls de manière isolée. J'ai une vision, et encore une fois, ça reste que ma vision, que nous sommes des êtres sociaux et que nous avons besoin des autres. Par contre, quand ton besoin devient une exigence, que l'autre doit y répondre, c'est là où la relation, pour moi, elle devient toxique ou que tu attends quelque chose que tu perds ton temps. Tu es en train d'attendre de l'extérieur quelque chose qui n'est pas possible. Ne pas attendre, ça me paraît fou. Ne pas avoir d'attente dans une relation, ça me paraît fou, c'est presque du mépris. Si je suis venue ici, c'est parce que j'ai confiance en ta capacité de poser des questions intéressantes. Si je t'ai pas demandé de me les dire avant, c'est parce que j'ai confiance qu'elles sont chouettes. Et donc, évidemment, j'ai une attente envers toi. En revanche, si tes questions étaient toutes pourries et que finalement j'avais l'impression d'être complètement à côté de la plaque, c'est pas à toi que je voudrais. Je me dirais, tiens, ça veut dire que j'avais des attentes vis-à-vis de Benjamin qui étaient erronées. C'est moi qui ai formulé ces attentes-là. Tu vois la différence ? Ouais, je vois. Si j'ai de la colère envers toi vis-à-vis des questions qui ne sont pas celles que j'attendais, c'est moi qui la crée. Donc, je vais me créer un inconfort et je vais abîmer notre lien par rapport à quelque chose qui était ma responsabilité d'avoir projeté ça. Et là, t'es pas en colère ou t'es en colère, ça va ? Pour l'instant, je dirais à la fin. J'ai peur. Comme on est justement sur notre environnement, pour la perception de soi, tu évoques aussi le fait que
nos amis, la famille, les collègues avec qui on passe du temps peuvent influer sur notre cœur, sur notre amour de nous et notre épanouissement. Parce qu'on peut trop peut-être les écouter, ou on peut... comment est-ce qu'un collègue peut... Enfin, un collègue en plus, au boulot, peut avoir une influence sur ma capacité de m'aimer moi, tout seul comme un grand. Alors ça, je ne sais pas comment on pourrait le démontrer scientifiquement, mais beaucoup d'études le disent qu'on serait la moyenne des personnes qu'on fréquente le plus. Et ça, moi je pense, après, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans l'ultra-crépidarianisme justement dont je parle, je ne veux pas me remplacer, je ne suis pas neurologue, mais je crois que c'est lié au neurones miroir. C'est-à-dire qu'on fait plus facilement, un enfant il apprend à marcher en regardant des gens qui marchent. D'ailleurs, Milton Erickson avait appris à marcher comme ça en regardant sa sœur qui marchait. Donc c'est plus facile de modéliser quelqu'un qui fait quelque chose que tu as envie d'apprendre. C'est plus facile d'apprendre à une discipline sportive si tu vis avec quelqu'un qui fait du sport tous les jours, tu vois. Même si tu n'aimes pas le sport, tu as plus tendance, et qui a l'air épanoui, et qui te dit jamais tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, parce que c'est quelqu'un qui fait du sport et qui dit tous les jours tu devrais faire du sport, généralement ça active l'envie de pas en faire. Par contre, quelqu'un qui a l'air heureux, qui fait du sport tous les jours, ça va te donner au bout d'un moment, probablement, intérieurement, l'idée que, tiens, faire du sport, ça a l'air d'influencer sur moi, donc tu vas avoir peut-être envie d'en faire. En fait, on influence davantage par nos comportements que par nos mots ou nos demandes. Oui, on parlait des neurones miroirs et tu parlais des collègues. Pourquoi les collègues influencent ? Oui. Si tu passes ton temps au boulot, tu passes quand même beaucoup de temps avec ces fameux collègues. Donc si tu as des collègues qui... et je me rappelle, j'avais accompagné j'accompagne que des personnes extraordinaires, mais je me rappelle de cette jeune belge il y a quelques années et qui m'avait dit je travaille dans une administration en Belgique où vraiment se plaindre et râler, c'est quelque chose qu'ils font toute la journée. Est-ce que vous n'auriez pas des idées pour qu'on les aide à ne plus faire ça ? Et donc on avait réfléchi, parce qu'elle était responsable de ce service, on avait réfléchi ensemble et elle avait mis des mantras positifs partout sur les murs pour que les gens finalement voient des choses inspirantes en bossant. On avait bossé sur les couleurs aussi, parce que certaines couleurs influencent aussi ton moral, ton énergie. Et surtout, un truc que c'était pas de moi, je sais pas où j'avais entendu, mais il y avait... le principe, c'était si tu râles, tu mets une pièce dans la box collective qui payera le petit-déj demain. Donc, généralement, quand les gens en ont marre d'avoir mis plusieurs pièces dans la caisse toute la journée, ils se voient au moment où ils vont râler et ils rétropédalent un peu. Donc ça peut t'aider déjà à discipliner justement tes comportements que tu cherches à changer. Oui, parce que l'exemplarité, plus on rayonne, plus on est positif et plus on attire ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je crois. Dans le cœur éveillé, parce que c'est pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, vous allez voir, il y a plusieurs cœurs. Et là, on est dans le cœur éveillé. Tu évoques le fait d'accepter de perdre pour gagner. Tout à l'heure, tu parlais de la vérité qui parfois brûle un peu les yeux, qui est dure à accepter. Tu veux dire qu'en fait, c'est le fameux cadeau caché, c'est-à-dire que parfois, il faut se faire un peu mal, il faut aller se confronter ses croyances, alors avec de l'aide ou pas de l'aide, pour aller chercher un peu plus et aller se réparer et s'aimer et tout ça. Il faut un peu faire ça, non ? Il faut, je le dis plus. Non, il faut, on arrête. On a dit qu'on arrêtait, c'est bien. Personne n'a répondu, mais... Donc, je laisse chacun libre pour lui-même. J'aime bien cette conception en effet de perdre pour gagner parce que je trouve que c'est réconcilié avec l'erreur et l'échec. C'est oser quelque part aller agrandir ce que tu connais pour voir si tu pourrais pas découvrir quelque chose qui te plairait davantage. Alors c'est plus facile quand là où tu es, c'est extrêmement douloureux et t'en as marre d'être là. Et généralement, la plupart d'entre nous, on se décide à bouger et à aller explorer ailleurs quand finalement le risque de perdre est moins grand que la douleur de rester là où tu es. Parce que c'est devenu tellement, tellement douloureux là où tu es, qu'à un moment tu te dis bon c'est bon. Est-ce que c'est encore du courage ou est-ce que finalement c'est parce que tu as l'impression de ne plus avoir d'autres solutions si tu veux continuer à rester en vie. Mais une fois que tu l'as fait une fois, je crois qu'après tu peux muscler cette énergie d'audace et te dire finalement je suis pas... à l'abri qui est encore mieux ou qui est encore un étage de joie atteignable. Et oser, c'est encore plus difficile quand tu oses modifier encore quelque chose qui fonctionne. Parce que changer quelque chose qui
est hyper douloureux, bon, tu prends un risque. Oser t'agrandir, alors que là où tu es, c'est entre guillemets supportable ou pas si mal, c'est prendre un risque. Mais je suis tombée sur une citation il n'y a pas longtemps qui disait que finalement, dans chaque erreur, il y a un enseignement qu'on n'aurait pas eu si on ne s'était pas trompé. C'est comme l'échec. Quelque part, l'échec, souvent je ne sais pas à qui j'ai pris cette manière de le dire, mais je dis que l'échec, c'est juste un résultat non désiré par ton ego. C'est-à-dire que tu avais prévu un certain résultat, c'est pas celui-là. Ça ne veut pas dire que le concept de réussi ou de raté, c'est très intellectualisé, occidentalisé, conceptualisé, et souvent il est rarement juste. Et c'est une fois que tu es arrivé un peu plus loin sur le chemin, que tu regardes derrière et que tu raccroches les points. Et souvent, en plus, on se juge par comparaison aux autres, dont on ne sait absolument pas le vécu, ni l'expérience, ni les intentions, ni les projets. Par contre, voilà, ça définit souvent ça. Et donc, qui dit que finalement, lancer une entreprise et avoir un succès florissant, c'est mieux que d'en planter 40 avant de te dire finalement le salarié c'est chouette. Tout ça, c'est très conceptualisé, bien, mal, réussite, échec, et c'est assez juste. Ce ne sont que des expériences au final. Ouais, je pense qu'il faut se libérer un peu de ça. Tu vois, j'ai écouté un petit entrepreneur qui disait, qui est Xavier Niel, qui dit je crois que je suis l'entrepreneur qui plante le plus de boîtes ou de projets par an. Quand j'en ai réussi un, en général, c'est que j'en ai planté 6, 7 ou 8 avant. J'ai essayé de racheter M6, j'ai pas réussi. J'ai essayé de racheter une autre boîte, j'ai pas réussi. Et puis j'ai réussi ça, ça et ça. Et notre société, enfin nous, notre société, on est, je pense, un peu trop dans ce côté échec qui ne nous permet pas d'avancer, alors que si. Et c'est un autre truc aussi, je pense qu'on a, c'est, tu parles de l'égoïsme, qui est mal. C'est mal d'être égoïste. Et tu dis, c'est peut-être pas si mal que ça, c'est-à-dire. C'est la métaphore de l'arc-en-ciel de tout à l'heure. Si tu es que altruiste, c'est comme si tu voulais un monde où il n'y a que du soleil. À un moment, tu vas cramer. Et tu serais un peu celui qui a cette source active tout le temps et qui laisse n'importe qui se servir dedans. Je crois que c'est important d'avoir une dose d'égoïsme aussi, justement pour prendre soin de ta source. C'est parce que ta source interne va bien que tu vas pouvoir en faire profiter les autres et que tu vas pouvoir être altruiste. Et pas avoir cette espèce de colère et d'anxiété de te dire je ne fais que produire et j'ai jamais le temps de m'occuper de ma source. Donc je trouve que c'est très très précieux. C'est parce que tu t'aimes, toi. En fait, l'égoïsme, quelque part, c'est comme cette lutte contre l'ego qu'on lit souvent. Bon, je trouve ça très bien, l'ego. Quelque part, l'ego, c'est celui qui te permet de bâtir, de construire, de te connaître. Avant d'être plus personne, il faut quand même être quelqu'un. Et quand on a grandi dans l'excès d'altruisme, parce que justement, on a été élevé dans un amour qui était conditionné, et que si on n'était pas cet altruiste-là, on ne recevrait rien. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment de l'altruisme ? Je ne suis pas sûre. Quand tu es vraiment OK avec toi, que tu t'es donné suffisamment, je pense que là, oui, tu es dans un réel altruisme. Parce que finalement, ta source est vive, et c'est complètement OK d'aller distribuer après de l'autre côté, parce que t'es serein. Une fois réparé, tout n'est pas fini. Tu parles de tes échanges avec ton mentor, Maître Toltec, mais t'en parles pas beaucoup. Et je me suis dit, est-ce que ça serait pas bien que tu puisses, si tu peux, si t'es OK, nous en parler un peu plus voilà, une fois que c'est fait, une fois qu'on est bien, une fois qu'on est aligné, qu'on est réparé, qu'on a plus de blessures, façon de parler. C'était quoi ces échanges avec lui ? Qu'est-ce que tu... J'ai visé la vulnérabilité, j'ai été accompagnée pour viser cette vulnérabilité, mais pendant longtemps, je croyais que la vulnérabilité, qui est venue sur de blessures d'ailleurs, je pensais que la vulnérabilité, c'était de laisser accès à la source à n'importe qui. Un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on vit dans un monde où il y a encore beaucoup de gens qui pensent que tout leur est dû et que tout ce qui va mal, c'est la faute des autres, et que quand quelque chose ne va pas, faut chercher le coupable. Mais le coupable est extérieur, évidemment. C'est là où je me suis aperçue que c'est pas que je me suis aperçue d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en fait notre cœur, si on le métaphorise à nouveau comme le moteur de notre système relationnel et émotionnel, c'est comme un temple, et que c'est pas entre qui veut, c'est ta responsabilité de prendre soin de ton écosystème, et donc de privilégier
les relations qui te sont écologiques et qui te conviennent et qui te nourrissent. Encore une fois, je pense que ça ne signifie pas que tu dois désherber dans tes relations toutes les personnes qui n'ont pas fait du développement personnel, de la réparation intérieure et qui ne sont pas forcément branchées sur les mêmes sujets passion que toi. Si tu fais ça, ça risque à un moment donné d'être assez pauvre en tout cas. C'est un peu la critique que je fais parfois dans ce que j'entends où si tu connais un dev perso, c'est bon, t'es plus mon ami. J'ai plein d'amis qui ne sont pas du tout intéressés par le dev perso. J'en ai même quelques-uns qui ont acheté mon livre pour me dire c'est super, hein, mais qui ne le liront jamais. Et c'est complètement ok, je les aime quand même. Justement parce qu'ils ont des zones d'intérêt qui sont très différentes des miennes et qui vont m'apprendre et me cultiver et me faire grandir sur d'autres choses. Et je crois que c'est justement ça, quand tu as une écologie intérieure qui fait que tu es bien, tu vas chercher les autres sur ce qu'ils ont justement de génial avec qui tu vas, les terrains sur lesquels tu vas connecter, et tu t'attends pas à ce qu'ils soient des A-players. Par contre, d'avoir des amis que j'appelle tribus, qui sont connectés sur les mêmes sujets de passion que toi, là oui, c'est hyper précieux, parce que justement ce besoin-là de fuel, de faire le plein, d'aller vibrer à 100% dans certaines relations, c'est précieux. Je pense que voilà, c'est là où je crois qu'on est vraiment acteur de nos relations, c'est quand on prend la mesure qu'on a besoin des relations, et surtout qu'on aime les gens exactement pour ce qu'ils sont, et pas pour ce qu'ils pourraient être, ou pour ce que tu voudrais qu'ils deviennent. Voilà. Alors il y a le dernier chapitre que j'ai pas lu volontairement, tu en as un peu parlé avant, tu parles un peu chez ce que moi j'appelle les personnalités intenses, ce qu'on appelle les hypersensibles, les HPE, les HPI, les TD, enfin tous les noms à la mode, façon de parler. Donc là, le rapport à l'amour, il est différent pour ces gens-là, façon de parler. Ce qu'on se disait juste avant avec Benjamin, c'est que le terme d'hypersensible, c'est un terme avec lequel moi je ne suis pas hyper aligné. Pour moi, c'est une hyper-blessure. Je crois qu'on est tous des êtres humains sensibles, tous sensibles. Simplement, certains d'entre nous, par contre, ont une blessure très très active qui fait que ce sont un peu des sapins de Noël, il y a des touches partout. Et donc, je dirais plutôt des hyper-blessés. En revanche, on a... oui, moi, je fais partie de ceux qui, entre guillemets, accordent crédit au potentiel intellectuel, qui ça est étudié par la science, même si, évidemment, voilà, tout est défendable, discutable. Je laisse chacun libre de penser ce qu'il veut. En revanche, dans ma vision, quand tu as ce haut potentiel-là, tu as un peu une caisse de résonance sur les blessures que tu as, parce que tu vibres déjà de manière très élevée. Ce qui fait que quand tu es en souffrance, tu vas la vibrer encore plus. Et quand tu es dans la joie, tu vas la vibrer encore plus intensément aussi. Donc c'était en ce sens-là où moi je distingue beaucoup. Est-ce que je suis dans une réaction liée à une blessure, ou est-ce que je suis dans mon comportement qui est déjà atypique? Parce que si j'ai un haut potentiel, qu'il soit intellectuel ou émotionnel, même si j'ai écouté une étude il n'y a pas très longtemps d'un professeur à l'UNS à Lyon, spécialiste en neurosciences du haut potentiel émotionnel, pas au sens autodiagnostiqué de Marie-Claire, comme on peut voir parfois, mais je pleure beaucoup, je dois avoir un potentiel émotionnel, mais vraiment au sens scientifique du terme, des personnes qui sont, et il y en a un dans la salle, qui sont en capacité sur des situations d'hyper-danger, d'être en capacité, quand ta vie est potentiellement en danger dans les secondes qui suivent, de garder connecté ton cerveau rationnel. D'après les études là, c'est 1% de la population. C'est quand même extrêmement rare, et ce sont des personnes qui, oui, ont vraiment un potentiel différent. En revanche, justement, quand tu as ce haut potentiel-là, tu t'aperçois que parfois tu as des comportements qui sont, ou des attentes ou des besoins qui sont très différents des autres. Et c'est aller distinguer, est-ce que c'est un besoin qui est lié justement à ton atypisme, ou est-ce que c'est un besoin qui est lié à ta blessure? Là, c'est précieux de vraiment distinguer l'un de l'autre, parce que tu t'aperçois souvent, c'est pour ça que l'hypersensibilité, moi je me dis, mais quand les gens font le job d'aller apaiser leur blessure en eux, ils vont s'apercevoir qu'ils ne pleurent plus tous les 4 matins, ou
poussent plus des gueulantes tous les 4 matins. Donc, est-ce qu'ils sont plus hypersensibles? Je sais pas, vous voyez. Mais en tout cas, ils ont une capacité d'avoir une stabilité émotionnelle comme chacun d'entre nous, justement parce que quand tu appuies sur eux, il n'y a plus un cri de douleur sans arrêt. Alors que les besoins qui sont internes à toi, c'est un peu comme la couleur de tes yeux. Tu ne peux pas la changer. Donc là, c'est précieux de te connaître pour aller te donner la nourriture dont tu as besoin. C'est top. J'aimerais te poser la question la plus dure. Est-ce que tu peux nous offrir que la tienne, ta définition de qu'est-ce que c'est que l'amour ou qu'est-ce que c'est qu'aimer? Je vais m'inspirer d'une discussion que j'ai eue hier soir où je me disais que le juste équilibre, même si c'est peut-être un côté un peu qui pourrait sembler triste, alors que je crois qu'au contraire, justement, c'est un peu la tristesse et la joie, c'est la même chose. Je m'inspirerais vraiment de la gratitude qui est, je trouve, vraiment aidante. Je me dis, à partir du moment où tu es OK avec la mort, c'est qu'il y a une complétude en toi, dans ta vie là, et une connexion à toi, et un amour avec toi, qui pour moi, ça serait être vraiment rentré dans l'amour là. Quand tu te dis, je kiffe à fond et je suis OK qu'il y ait une fin. Merci beaucoup pour ta définition. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais revenir sur ce profil de personnes pour qui c'est toujours de la faute des autres. Je mets derrière une faille narcissique, parce qu'admettre que quelque chose puisse être de ma faute, la faille narcissique est tellement immense à mes yeux qu'il est absolument inconcevable que j'admette que je puisse être fautif, parce que ça veut dire que je me ferai rejeter, je ne me ferai pas aimer, la peur ancestrale, etc. Donc c'est ma lecture de la situation. J'ai mon enfant de 8 ans. Entre un adulte et un enfant, on n'a pas le même cerveau, etc. Mais je me dis, c'est à 8 ans, pendant ces 8 premières années, il n'a jamais admis que quelque chose puisse être de sa faute, mais pris la main dans le sac, c'est pas lui. Je me dis, mais comment l'accompagner pour penser un peu cette blessure narcissique que je vois derrière, pour qu'il devienne un adulte un peu plus équilibré. À ce jour, je n'accompagne pas les enfants, mais j'avais entendu dire que souvent, quand t'as un enfant qui dit ça, c'est pas moi, en gros, c'est pas moi qui ai tapé, c'est maman. C'est une forme de dissociation. Donc c'est aller voir aussi dans quelle mesure il n'est pas associé à ce qu'il fait. On le voit chez les adultes, moi j'en accompagne parfois qui sont beaucoup dans le ça fait plaisir. Oui, mais toi, tu ressens quoi? Ou oui, c'est beau. Oui, mais le toi, est-ce que tu peux parler en jeu? Donc cette dissociation-là, elle peut être l'écho dans certains. Là, je fais une grosse digression, hein, mais d'une blessure, en effet, qui amène à couper notre accès aux émotions. Et donc, on va faire les choses de manière assez robotisée. C'est une forme de protection, pour moi. Et là encore, c'est avec beaucoup de vigilance. Hein, je crois que chacun se décide à se faire aider ou à chercher des solutions quand il est prêt. Sinon, c'est ce qu'on appelle en psychologie la décompensation. Hein, c'est quand tu vas essayer de foutre un bazar dans quelque chose qui tient. Si la protection elle tient et que la personne ne se rend pas compte et qu'elle ne cherche pas à aller ailleurs, quelque part, c'est que cet équilibre-là, il est mieux pour elle, mais que nous, dans notre vision, on aimerait autre chose parce qu'on est dans autre chose et on projette ce que nous, on identifierait être mieux. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux pour cette personne. Quel est le bénéfice caché de cet enfant à pas être en faute? Est-ce que c'est forcément une faille ou est-ce qu'il y a un bénéfice? Je ne sais pas. J'ai vraiment la croyance que les enfants ont une intention qui est juste. J'ai aussi vu parfois chez les enfants, on le voit notamment sur les secrets, un enfant qui ment beaucoup, c'est souvent une blessure transgénérationnelle. Il y a un secret non dit dans les familles qui s'est transmis. Donc un enfant qui ment, c'est un enfant qui porte en lui l'enseignement que dire la vérité est dangereux. Ça peut être une piste de réflexion aussi. Alors après là, c'est pas qui ment, mais c'est une forme de mensonge quand même de dire ça. Je sais pas. Moi, la crainte que j'ai, c'est que ma mère et ma grand-mère a le profil de pervers narcissique exemplaire. J'identifie avec la distance de plus de 20 ans que je ne vis plus ni dans le pays ni dans la famille au contact direct. Je vois, grâce à ce recul, tous ces comportements toxiques avec lesquels fonctionne mon environnement familial. Et en fait, ma crainte, c'est que je vois dans ces réponses de mon fils, je vois dans ces réponses les attitudes de ma mère, en fait. Pour moi, là, il y a juste un risque qu'on évoquait rapidement tout à l'heure de projection. En fait, je vais voir ce que je crois
ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Et donc, si je crois vraiment ça, je vais avoir des comportements, je peux le voir notamment chez certaines personnes que j'accompagne sur la fidélité. J'ai tellement peur que l'autre soit infidèle, qu'en fait, j'ai des comportements à cause du système invisible qui me manipule, qui vont m'entraîner à être trompé. On s'en aperçoit pas forcément. Et donc, c'est juste là pour peut-être inviter à dépolariser cette peur. C'est une peur qui est née du fait d'observer ce comportement. Et en fait, de là naît chez moi la question de quelle est la responsabilité d'un parent d'un pervers narcissique. Le risque, et encore une fois, je le dis avec beaucoup de recul et de hauteur, hein, c'est juste le risque là, ce biais de généralisation qu'on peut avoir sur quelque chose qu'on a vécu ou sur « oh là là, cette personne-là a été identifiée pervers narcissique, elle avait tel et tel comportement, donc en fait on érige une vérité malgré moi et donc je vais avoir mon système nerveux qui se tend à chaque fois que je vois des similarités. » Et donc c'était en ça où je faisais le parallèle avec comment moi détendre mon système nerveux pour être encore plus dans l'accueil et voir comment ça influe la relation. Parce que quand on cherche à changer l'autre, c'est-à-dire inconsciemment, ce que tu voudrais, c'est qu'il arrête d'avoir ce comportement. S'il avait plus ce comportement, ça te rassurerait sur le fait que dans 10 ans, il ne sera pas ce que tu veux surtout pas qu'il devienne. Et quelque part, c'est une forme d'attente. Que dans son système invisible, d'enfant probablement super sensible, il perçoit. De comment ça influe ses réactions et tout ça, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que c'est systémique. Si tu changes, toi, ton rapport à ça, forcément, dans la relation avec lui, tu auras une sérénité différente. Et donc, tu offres un espace d'accueil de son changement à lui qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Un de mes mantras préférés de Marc Aurèle, hein, met vraiment le focus sur ce qui dépend de toi et développe la sérénité d'accueillir ce qui ne dépend pas de toi. Et j'entends cet ego qui dit « ouais, mais je suis parent, j'ai un devoir, est-ce que ça ne serait pas un peu ma responsabilité d'influer ce que cet enfant va devenir ?» Et ça, c'est vraiment un sujet que je trouve vraiment particulièrement sensible, justement, parce que, et moi je connecte, et c'est assez perché, à la croyance qu'un enfant, avant d'être ton enfant, il est l'appel de la vie à la vie. Et si tu connectes davantage à ça, tu peux partir du principe que des erreurs, t'en feras, mais que si il est là, c'est justement pour vivre les erreurs que tu feras qui l'amèneront à prendre le chemin qu'il doit prendre et pour lequel il est là. Je m'interrogeais sur un chemin que j'ai vu de manière répétitive dans des relations que j'ai pu avoir, avec des moments où tu es dans tout va bien et où ma compagne en fait va aller péter le moment. À quoi ça te fait penser en fait cette sorte de schéma automatique? Là on passe le week-end parfait et bam, on va enclencher la conversation où on sait que de toute façon ça va partir mérésia, voilà. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour la personne qui a ce schéma? Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi d'être avec une personne qui a ce schéma? Voilà. Merci, super question. Alors, je vais... parce qu'au départ, j'allais demander, mais j'ai eu la réponse dans la question, au départ, j'allais demander, c'est quoi péter le bonheur? Et là, parce que du coup, c'est très vaste, l'exemple que tu donnes, c'est la conversation conflictuelle. Au final, c'est, en gros, tout va bien, on est dans la sérénité, dans la paix, dans le kiff, et clac, conflit. C'est ça? Alors, je vais ouvrir plein de fenêtres, puisque le monde est rarement binaire. Pour moi, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est qu'il y a des personnes qui, justement, en raison de ce qu'on disait tout à l'heure, de situations vécues, s'épanouissent dans le conflit. Et donc, le conflit, c'est un terrain sécurisant. Si on n'a pas eu beaucoup, il faut aller en chercher, parce qu'il y en a toujours eu. Est-ce que c'est parce qu'il y avait toujours des parents qui se disputaient? Est-ce que c'est parce que les parents se disputaient avec moi? Est-ce que c'est parce que j'ai l'habitude que le conflit soit là, que quand il n'y en a pas, finalement, pour moi, qui suis serein, je trouve que tout allait bien. Mais en fait, pour l'autre, ça, c'était mon modèle du monde. Et pour l'autre, en fait, tout allait pas bien, il manquait quand même un conflit. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est ce que j'appelle l'interdiction d'être heureux, que certaines personnes qui n'ont pas fait de chemin intérieur ont souvent.
c'est finalement, je suis qui moi pour être heureux, je suis qui moi pour avoir droit au bonheur, je suis qui pour avoir une relation qui est super géniale et avoir tout qui va bien. J'en ai beaucoup qui, souvent quand ils, quand ils viennent me voir, ils disent, ou quand ils repartent souvent, c'est est-ce que ça va durer? C'est cette espèce de peur de, et si finalement ça ne durait pas, et si finalement c'était trop beau pour être vrai. Et donc, finalement, vont avoir un petit auto-saboteur qui, pour moi, l'auto-saboteur, il a toujours un bénéfice caché, parce qu'on n'est pas des grands masos, si on fait certaines choses, c'est parce qu'on y retrouve un intérêt. Est-ce que cet intérêt, c'est, finalement, je veux que cette relation, elle capote, parce que comme ça, je pourrais justifier le fait que je ne suis pas quelqu'un d'aimable, et que je ne suis pas quelqu'un qui est capable d'être en relation, et donc ça va venir confirmer justement ma croyance, ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Le système est assez bien fait, donc je vais avoir les comportements appropriés pour aller valider ce que je crois que je suis, et pouvoir ensuite dire, voilà, c'est ce que je disais. Ou revenir à un niveau de, si on part du principe que cette personne, elle a le même modèle du monde de joie que toi, et qu'elle se dit aussi, j'ai passé un super week-end, ça peut être aussi revenir à un niveau de bonheur qui est acceptable pour mon système. Le palier, il bloque, il dit non. Comme j'ai pu accompagner des personnes sur le plan professionnel qui atteignent un certain niveau de succès et qui ensuite pètent tout, parce que ce qu'ils aimaient, en fait, c'était de construire de zéro à 20, et quand tu es là-haut, en fait, il n'y a plus de légitimité, donc on va tout casser pour avoir juste revenir dans la partie qu'on sait faire. Et enfin, une troisième possibilité, c'est que pour certaines personnes, et encore une fois, là, parce que nous sommes tous des êtres singuliers, et le Socrate connais-toi toi-même est fabuleux, hein, parce que une fois qu'on se connaît soi, on va pouvoir aussi s'expliquer à l'autre pour peu qu'on trouve quelqu'un qui a envie d'aller à notre rencontre dans qui l'on est. Et comme disait d'ailleurs Nietzsche, si je ne sais rien de moi, finalement dans la rencontre, je ne vais être qu'une projection de quelque chose que je ne connais pas. Donc si je me connais moi, il y a des personnes qui finalement ne ressentent l'amour, c'est ce qu'on parlait, est-ce que c'en est vraiment ou est-ce que c'est de l'amour condition, mais ne ressentent l'amour que s'il y a de la réconciliation. Donc je vais aller chercher finalement à mettre de la toxicité dans la relation pour voir si l'autre il est toujours là. Parce que s'il est toujours là, c'est une forme d'expression de dépendance affective dans le passif agressif, c'est je teste tes limites. Si tu restes, peut-être que je vais pouvoir commencer à compter. Voilà. Je vais te donner le micro si tu veux Non, celui-là, le micro qui fonctionne pour le mot de la fin. Merci pour ce moment-là. Toutes les portes qui ont été ouvertes par ces questions, j'ai envie d'aller encore plus loin, parce que forcément, on n'a pas creusé la faille narcissique, on n'a pas creusé tous ces gens qui projettent sur les autres, finalement, c'est quoi leur problème, ou ce côté justement je cherche le conflit, je cherche ce côté désir aussi, hein, l'amour selon Beck-BD, c'est ça, c'est je cherche la passion, donc je vais aller rechercher la passion, bref. Il y a encore plein de sujets que j'aimerais approfondir. Donc, ce que je propose, c'est soit on refasse une deuxième émission. En tous les cas, merci beaucoup. Je suis profondément touchée de votre présence. Merci beaucoup.